Aujourd'hui encore, la mer fait peur. Dans l'imaginaire de certains, elle est peuplée de monstres marins sortis tout droit des profondeurs. Nombreuses sont les légendes qui racontent leurs attaques et alimentent les fantasmes. Une taille imposante, une mâchoire saillante sont synonymes de danger. Et le requin fait souvent office d'ennemi aquatique numéro 1. Mais la science progresse, et aujourd'hui les requins n'apparaissent plus comme une terrible menace. Pour preuve, ils sont même devenus une attraction touristique. Les plongeurs, avides de sensations fortes, viennent de très loin pour approcher l'animal. À la recherche du grand frisson ou du cliché d'exception, ils ont rendez-vous avec leur propre peur. Pour attirer les requins, certains emploient des techniques particulières, comme de simuler l'anxiété. Le monde sous-marin séduit de plus en plus de curieux. Et face à un tel engouement, il est bon de rappeler que des dangers existent. Certains sont connus et parfaitement identifiés. D'autres ne le sont pas, et bien souvent les accidents sont liés à l'imprudence et à l'ignorance. Commençons tout d'abord par celle que l'on craint lorsque l'on va se baigner. La méduse. Petits et grands, tous ont peur de se faire piquer par ces filaments urticants. Cet animal, composé à 97% d'eau, peut atteindre 3 mètres de diamètre avec des filaments de 18 mètres de long. C'est impressionnant. Ça fait mal. Mais ça n'est pas si dangereux que ça, et très rarement mortel. Plus dangereux et plus ancrés dans l'inconscient collectif, certains animaux font peur à cause de leurs dents. On les appelle les vulnérants, car d'un coup de mâchoire, ils ont la capacité de nous amputer d'une partie de nous-mêmes. Croiser un banc de barracuda peut être intimidant, surtout quand un individu de grande taille montre sa rangée de canines. Ce sont des prédateurs voraces qui privilégient l'effet de surprise pour chasser. Cependant, ces rencontres restent rares et les risques d'attaque encore plus. Bien plus répandu dans les mers du globe, le baliste n'hésite pas à attaquer les plongeurs. En période de reproduction, ce poisson, reconnaissable à sa queue en croissant de lune, devient particulièrement agressif. Il se retourne contre tout intrus qui s'approcherait trop près de son nid. Même face à des plongeurs, il exprime clairement son mécontentement. Il faut se méfier d'un tel comportement. Le baliste attaque sans préavis. Sa morsure est douloureuse, car il est armé de dents tranchantes soudées en un bec. Certains plongeurs mordus par un baliste ont dû recevoir des points de suture.
Si le baliste est à l'origine des morsures les plus fréquentes dans les mers tropicales, il n'est pas le seul qu'il faille craindre. La murène est elle aussi un habitant familier des récifs coralliens. On la rencontre presque toujours par surprise, car le plus souvent, seule la tête sort du trou où elle se cache. La gueule ouverte, les dents fines et acérées, la murène donne l'impression de vouloir mordre tout ce qui passe. Un museau allongé au menton fuyant, des yeux globuleux, des narines en relief, elle ne paraît sympathique aux yeux de personne. Son corps de serpent, souvent dissimulé dans une anfractuosité, nous renvoie à nos peurs archaïques, surtout quand on sait qu'il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. On n'a guère envie de l'approcher, et on a raison de ne pas la taquiner. Sa morsure peut provoquer une infection. Il faut quand même savoir que si la murène a toujours la gueule ouverte, c'est pour respirer et non pas pour mordre. En fait, elle aspire l'eau par la bouche et la rejette par 2 cavités situées de chaque côté de la tête, un peu en arrière. Ce sont des évents qui refoulent l'eau de mer après en avoir extrait l'oxygène. Le régime alimentaire de la murène est un autre point qui la dessert. Elle nettoie la mer en la débarrassant de tous ses cadavres. Un aspect certainement utile à la collectivité, mais qui ne fait rien pour améliorer son image. Il existe d'autres formes de danger, notamment ceux qui associent le venin à la morsure. Le cobra de mer avertit son entourage du danger qu'il représente par sa couleur et ses anneaux très voyants. Son venin est très puissant et de nombreux cas de morsures mortelles ont été recensés chez les pêcheurs des mers tropicales. Cependant, le cobra de mer a une petite gueule et ne peut mordre chez l'homme que l'extrémité des doigts. Synonyme de danger, le corps reptilien du cobra de mer éveille instinctivement notre méfiance. À l'inverse, certaines formes nous donnent envie de toucher, ce qui peut se révéler imprudent. La plupart des gens assimilent le corail à une plante, ce qui est faux. En effet, c'est un animal qui vit à l'intérieur de son squelette. Quand on observe le corail de feu, on perçoit d'abord le squelette calcaire de couleur or. En s'approchant de plus près, on découvre à ses extrémités une multitude de petits poils souples. Ce sont des polypes qui font partie intégrante de l'animal et qui sortent du squelette calcaire. Ces petits poils duveteux sont un moyen de défense, car ils peuvent percer la peau humaine. Leur contact entraîne une vive brûlure, qui peut engendrer une réaction retardée. Après avoir apparemment disparu, la douleur peut revenir par surprise quelques mois plus tard. L'oursin est réputé et redouté pour ses épines.
Une épine dans le pied n'est jamais agréable et difficile à enlever. Mais certains oursins font plus que piquer. Ils sont réellement venimeux. C'est le cas de l'oursin cuir de mer Rouge. Bien qu'il soit très beau, il vaut mieux ne pas s'y frotter, car les petits bulbes blancs terminés par un piquant rouge contiennent des glandes à venin. De la même famille que l'oursin, cette étoile de mer, appelée couronne du Christ, étonne par son allure et ses couleurs étranges. Ce mangeur de corail à reproduction extrêmement rapide est hérissé de piquants qui sont couverts d'une muqueuse toxique. Leur contact suscite une réaction violente et des signes d'inflammation dans la zone de la piqûre. La famille des poissons-scorpions possède des épines venimeuses aux extrémités de ses nageoires. Elle en a d'ailleurs fait une de ses caractéristiques. Certainement la plus belle de cette vaste famille, la rascasse volante déploie sa parure de rêve. Le moindre contact avec ses épines provoque une douleur extrême, suivie d'engourdissements qui peuvent se prolonger plusieurs jours. De la même famille, les poissons-scorpions à tête plate, certainement jaloux d'une cousine jugée peut-être trop élégante, ont choisi de se fondre dans le paysage. Parenté oblige, eux aussi dardent leurs épines venimeuses. Celles-ci offrent un véritable bouclier pour compenser la lenteur de leur déplacement. Sans de telles armes, ils constitueraient des proies faciles. Il est probable que cette espèce a adopté une coloration et un aspect étrange pour prévenir les prédateurs potentiels du danger qu'il y a à s'approcher trop près. D'une très grande ressemblance, et toujours de la même famille, le poisson-scorpion diable se distingue par des nageoires brillamment ornées. Certains l'appellent le faux poisson-pierre. De même forme, mais de couleur sable, l'Uranoscope de Dollfus possède lui aussi une arme venimeuse. Il est reconnaissable à la marque noire qu'il porte sur la première nageoire dorsale. Son corps trapu et massif lui donne une silhouette balourde. Il paraît maladroit et inoffensif. Mais attention, l'Uranoscope dissimule de chaque côté de son corps, à l'extrémité de chaque opercule, une épine venimeuse. Le dard venimeux de la raie pastenague ressemble aux épines de l'Uranoscope. Il est situé sur le dessus de sa queue fine et pointue, que la raie utilise comme un fouet quand elle se sent en danger. Le dard effilé avec ses denticules pénètre aussi facilement la peau qu'un poignard et occasionne une vilaine plaie. Le venin est alors injecté et entraîne une douleur très vive, allant crescendo pendant les 2 heures qui suivent. Pire encore, la piqûre peut être mortelle si l'aiguillon barbelé transperce le thorax, l'abdomen ou un vaisseau sanguin. Si la menace représentée par les venimeux est bien réelle, il existe heureusement un remède simple et efficace. Il suffit d'appliquer sur la piqûre
une source de chaleur la plus élevée possible, à la limite du supportable. À ce contact, la toxine contenue dans la plupart des venins rencontrés sous la mer se dénature et la douleur s'apaise. À partir d'une température de l'ordre de 40 à 50 degrés, les effets du venin s'atténuent. D'autres poissons ont développé des techniques de chasse et de défense tout à fait originales. Ainsi, les raies torpilles, reconnaissables à leur double nageoire dorsale, assomment leur proie par des chocs électriques qui peuvent aller jusqu'à 200 volts. Mais les moyens de défense des poissons ne sont pas tous forcément visibles. Pour échapper aux prédateurs, certains ont choisi d'être vénéneux. Dans cette catégorie, on retrouve la murène, qui a une botte secrète. Son sang est poison, et seule sa chair est comestible. Le plus célèbre des poissons vénéneux est le tétrodon, qu'on appelle aussi poisson-ballon. Il a développé une toxine qui est propre à l'espèce, la tétrodontoxine. Cette substance mortelle qui paralyse est stockée dans la peau, le foie et les organes sexuels. Les Japonais raffolent de ce poisson. Cependant, s'il est préparé par un néophyte, il y a un risque mortel. C'est pourquoi les Japonais ont créé une licence officielle et seuls les restaurants habilités peuvent mettre du tétrodon au menu. Plus fort encore, certains poissons rassemblent différentes formes de danger. Beaucoup plus fréquente que la morsure du requin, la coupure du poisson chirurgien est loin d'être bénigne. Il possède une lame coupante comme un scalpel à la base de sa queue. Mais respectueux du code d'honneur de la vie sous-marine, ces poissons signalent le danger en mettant leurs épines en évidence par de vives couleurs. Le contact avec ces éperons est une blessure sérieuse. Il entraîne des lacérations profondes qui risquent d'atteindre les tendons. Comme si cette arme n'était pas suffisante, des expériences ont démontré que les épines et les tissus environnants étaient venimeux. À la coupure vient s'ajouter le venin. Cette double protection serait-elle encore insuffisante? On pourrait le penser, car les poissons chirurgiens se nourrissent d'algues vénéneuses qui rendent leur chair toxique. La ciguatera est un empoisonnement alimentaire qui touche de nombreuses personnes des régions tropicales, pour qui le poisson représente la source principale de nourriture.
La vie marine cache bien ses secrets. Les espèces les plus dangereuses sont souvent celles qui savent passer inaperçues. Par exemple, que penser de cette bande de jeunes poissons-chats qui évoluent en banc serré? La boule compacte qu'ils forment lors de leur déplacement semble plus intrigante que dangereuse. D'ailleurs, ces juvéniles, pris individuellement, ne représentent pas une réelle menace, même s'ils possèdent des barbillons venimeux. Mais l'union fait la force, et ce regroupement d'épines venimeuses constitue une véritable armure pour cette bande de jeunes intrépides. La multiplication de leurs piqûres est tout sauf bénigne. Mais les cas sont rares, car à l'âge adulte, ils préfèrent l'obscurité et restent cachés dans les grottes du récif. Et qui pourrait penser qu'un si joli petit coquillage puisse représenter une menace mortelle? Son cône brillant, orné d'une couleur artistiquement répartie, est une tentation pour la main. On a envie de le prendre pour l'examiner de plus près. Mais attention, ce cône textile est dangereux. Pour chasser et se défendre, il dissimule dans sa trompe des dards venimeux. Heureusement, c'est un octambule. Le jour, il vit caché dans le sable et on a vraiment peu de risques de le rencontrer. Comme souvent dans la nature, l'observation permet d'éviter le danger. Certes, la mer recèle des risques, mais ils sont souvent fantasmés et surdimensionnés. En dissociant nos peurs des menaces réelles, notre œil s'émerveille de la complexité des stratégies de protection. Tant d'ingéniosité et de subtilité donnent la mesure du raffinement de ce monde sous-marin. Les poissons du récif sont surtout actifs durant la journée. Alors, qu'en est-il de la vie sous-marine lorsque le crépuscule envahit les lieux? Où vont les poissons que l'on rencontre le jour? Y a-t-il des espèces nocturnes? Existe-t-il un monde de la nuit? Dès que la lumière commence à baisser, peu à peu, l'activité se ralentit. Certains grignotent une dernière bouchée, d'autres cherchent déjà un endroit pour dormir.
aussi un moment privilégié pour des rencontres exceptionnelles. Certains animaux marins, comme les coraux ou les anémones, choisissent ce temps intermédiaire, ces instants de calme relatif, pour libérer leurs œufs. Leur ponte provoque une réaction immédiate chez les poissons qui, seuls, à plusieurs, voire même en banc, retrouvent leur vivacité et se précipitent sur les œufs qui flottent au gré du courant. En général, les espèces qui peuplent les récifs bien éclairés s'éparpillent et se dirigent vers des lieux plus sûrs. En fait, de véritables tanières qu'ils occupent le soir, dès que la lumière devient insuffisante. Beaucoup de poissons ont un bon sens de l'orientation pendant la journée, mais se repèrent plus difficilement à la tombée de la nuit. Certains s'installent dans les fentes étroites du récif pour se protéger. En plus de se cacher dans les creux des coraux, les poissons perroquets se hâtent de sécréter un voile protecteur qui bloquera les odeurs susceptibles d'attirer les chasseurs nocturnes. L'atmosphère générale donne l'impression d'un temps intermédiaire, d'un temps mort dans la vie marine. Le silence envahit les lieux. Il n'y a plus personne. Les animaux de la journée, les diurnes, ont retrouvé leur lieu de repos et les nocturnes ne sont pas encore en activité. La mer semble vidée de ses habitants. Il faudra attendre environ 1 heure pour que les animaux nocturnes fassent leur apparition. Les oursins sont les premiers noctambules à sortir de l'ombre, à pointer le bout de leurs épines. Réfugiés sous les rochers, ils commencent tout doucement à s'en extirper. Lentement, ils s'approchent et envahissent la zone pour former un véritable tapis. Les oursins diadèmes, aux très longs piquants noirs, aiment se regrouper. Les oursins sont tous plus beaux les uns que les autres, et leur nom est toujours très imagé. L'oursin de feu, splendide dans sa robe rouge recouverte d'une multitude de glandes à venin, qui ressemble à un bijou de perles mouvantes. L'oursin crayon, qui tient son nom de ses épines, pareil à des crayons de couleur. Ou encore l'oursin à double piquant. Pendant ce temps, d'autres animaux quittent leur tanière. On aperçoit les premières crevettes.
La nuit s'installe. C'est le moment que choisissent les rascasses pour déployer leurs ailes et entrer en activité. Il est intéressant d'observer que les espèces nocturnes ont évolué indépendamment les unes des autres, mais toutes pour satisfaire une exigence commune. Parmi ces adaptations spécifiques, les plus caractéristiques sont la coloration, souvent rouge, et les grands yeux, deux éléments que l'on retrouve chez les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs, là où il n'y a pas de lumière. Le poisson comète à grande nageoire apparaît à son tour. Cet animal vit solitaire dans les cavités du récif, mais quand vient la nuit, il s'aventure hors de sa cachette pour se nourrir de petits crustacés, de poissons ou de gastéropodes. Sur la base arrière de sa nageoire dorsale, il a un faux œil appelé ocelle. L'effet combiné de l'écartement de ses nageoires et de ce dessin rend difficile pour un prédateur de savoir où se trouve la tête, car le faux œil ressemble à s'y méprendre à un vrai. La nuit est dangereuse, car les prédateurs ont des fourmis dans les nageoires. Pour eux, la chasse commence. À ce moment précis, ils sont aidés par la lumière des lampes qui leur permet de débusquer plus facilement et plus rapidement les proies éventuelles. Reine des failles et des trous du récif, cette grosse murène ne s'incline pas devant la reine des airs marins, la rascasse volante. Sans se laisser intimider, elle s'avance en pleine eau, sûre de son pouvoir et de sa force, à la recherche de sa nourriture préférée, le poulpe. Chassé par la murène, l'œil aux aguets, le poulpe essaie de se faire oublier, de passer inaperçu. Son camouflage est parfait, car il réplique à l'identique son environnement, et il avance en s'aplatissant le plus possible. Il semble inquiet, et pourtant il ne devrait pas avoir peur, car même s'il perdait un bras, il ne perdrait pas la vie. En effet, les bras du poulpe ont le pouvoir de se régénérer. Sectionnés, ils cicatrisent et repoussent. Chassée par les rascasses, cette petite sèche n'hésite pas à projeter un jet d'encre noire qui surprend son prédateur et constitue un écran suffisant pour réussir à fuir. Les ailes déployées, l'escadrille de la mort continue sa quête, inlassablement. Complices malgré nous par la seule présence de nos lampes qui leur facilite la tâche, nous assistons à de violentes attaques éclairs.
les petits poissons disparaissent dans la gueule de la rascasse, comme s'il s'agissait de simples moustiques, alors que d'autres, plus gros, sont nettement plus difficiles à avaler. Les mâchoires travaillent avec force. Cependant, il faudra quelques secondes avant que la queue du poisson disparaisse à son tour. Le sinistre ballet continue. Néanmoins, la vue d'un rescapé est synonyme d'espoir. Il est la preuve que tout n'est pas forcément joué d'avance. Le Bernard l'ermite est un crabe qui, pour protéger son abdomen dépourvu de carapace, doit trouver une coquille abandonnée, généralement celle d'un gastéropode marin. Comme justement son abdomen est mou et courbé, il est très facile pour lui de s'adapter aux spires de presque n'importe quelle coquille. C'est un animal nocturne omnivore. Il broute les algues, consomme des déchets organiques et s'attaque à des proies comme les escargots ou même d'autres Bernard l'ermite. Sa plus grosse pince sert à bloquer l'entrée de sa demeure devant une menace. Après chaque mue, le Bernard l'ermite doit trouver une coquille plus spacieuse. Il s'en choisit alors une autre, l'explore et la nettoie consciencieusement avant de déménager le plus rapidement possible, car sans protection, il est très vulnérable. Les langoustes aussi quittent leurs abris la nuit pour aller chercher leur nourriture. Leur nom vient du latin locusta, qui veut dire sauterelle, d'où leur appellation de sauterelle des mers, utilisée au XVIe siècle. Les antennes sont ses principaux organes sensoriels. Elles sont fragiles, mais peuvent repousser lorsqu'elles se cassent. Le calamar nage les bras étendus devant lui. Il fait partie du groupe des céphalopodes à 10 bras. 8 fonctionnent par paire et 2 sont de longs tentacules. Les calamars sont des prédateurs. Ils s'attaquent aux poissons, aux crustacés ainsi qu'à d'autres mollusques. Les poissons rasoirs offrent un spectacle déroutant. Semblables à des feuilles d'aluminium noircies en leur milieu,
ils se déplacent de manière saccadée. Avec leur corps en forme de lame de couteau, ces poissons, qui font partie de la famille des hippocampes, se tiennent bien droit, la tête en bas, et nagent dans cette position près du fond, à la recherche de tout petits crustacés. Leur épine dorsale droite et rigide leur impose de vivre dans cette position verticale. Les ouphiures vivent cachés le jour et chassent la nuit. Ces animaux ont deux caractéristiques. Ils craignent la lumière et sont très mobiles. Dès qu'ils sont à découvert, ils rampent à toute vitesse vers un abri. Ils se nourrissent principalement de particules organiques en suspension dans l'eau. Il y a ceux aux bras lisses et clairs et ceux avec des piquants pourpres ou noirs. Ces bras à piquants leur permettent de filtrer l'eau de mer afin de capturer des particules nutritives. Cette petite araignée assez peu colorée ne dépasse guère quelques millimètres. On la trouve souvent sur les branches des coraux de feu, installées là pour mieux capturer le plancton. Cette grande holoturie, qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m, a une bouche entourée de tentacules rétractiles. C'est une espèce nocturne qui se nourrit essentiellement des détritus organiques. Ne s'ouvrant généralement que dans l'obscurité et perpendiculairement au courant, les gorgonocéphales montrent un centre plat en forme de disque étoilé, d'où partent 10 bras mobiles qui se ramifient pour former un élégant filet circulaire de dentelle animale. Ils ont la particularité de pouvoir déployer ou enrouler leurs bras. Une fois déployés, leur diamètre peut atteindre 80 cm. Quand les bras s'enroulent, il se forme alors des boucles et cette structure prend l'aspect d'une chevelure vivante. Curieusement, les gorgonocéphales dépourvus d'yeux sont très sensibles à la lumière et se recroquevillent rapidement sur eux-mêmes. Peut-être à cause de la taille de sa coquille d'environ 25 cm, cet escargot est appelé thone. Il est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. Carnivore à activité nocturne,
le thone compte parmi les plus grands gastéropodes. Pour chasser, il utilise le courant. Avec sa trompe, il aspire l'eau en permanence, car elle est porteuse des odeurs de ses proies. Ces odeurs sont analysées par des récepteurs chimiques qui permettent au mollusque de s'orienter vers sa cible. En temps normal, la trompe buccale flexible du thone est dissimulée. Mais sitôt qu'une proie est localisée, cette trompe se dilate considérablement pour engloutir la victime, qui est ensuite lentement aspirée. Dès les premières lueurs du jour, l'activité des poissons nocturnes se réduit. Les oursins sont sur le chemin du retour. Ils désertent les zones dégagées et regagnent l'intérieur du récif. Peu à peu, la luminosité gagne en intensité. Bientôt, il fera jour. Les poissons diurnes se réveillent doucement. Sous les premiers rayons du soleil, la mer reprend ses couleurs. Tout continue et en même temps tout recommence. Mais désormais, on ne pourra plus dire que seul le jour est synonyme de vie.